Dans Home Cinéma, ce mois-ci, je reçois le réalisateur César Diaz, couronné de la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Salut César, bienvenue. Ça va? Merci beaucoup. Tout au long de son premier long métrage, César Diaz met en scène le génocide perpétré principalement contre l'ethnie Ixil Maya durant les années 80. À travers les témoignages de victimes encore à la recherche d'un proche, il évoque sa propre histoire familiale et la disparition de son père lors de ce conflit largement ignoré par les médias du monde entier. Formé au montage au Mexique et à l'écriture de scénarios en Belgique, comment César Diaz a-t-il abordé ce récit en mélangeant comédien et véritable témoin? Dans quelles conditions a-t-il pu tourner dans son pays d'origine, toujours en proie aux inégalités et à la corruption? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti! Bonjour César, César Diaz. Je suis vraiment bien content de te recevoir pour plein de raisons. Mais la raison principale de ta venue dans cette émission, c'est la sortie de ton premier film, Nuestras Madres. Ce film a remporté la Caméra d'Or au dernier festival de Cannes. Ce film fait le tour du monde, César. Le film est assez incroyable, très poignant, très fort. ¡Viva la Internacional! Va a probar que en los planes militares se caracterizó al 100% de la población como enemigo interno. Elizabeth y María sí van a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Donc ton film, ton premier long métrage, Nuestras Madres, est un film où tu parles de ton pays. C'est un film où tu parles de toi. Je pense que ça doit être un film très intime. Est-ce que tu peux nous en faire dresser le portrait brièvement du film? C'est un jeune homme guatémaltèque qui travaille dans un institut qui déterre, exhume et identifie des restes de victimes de la guerre civile. Ces garçons ont un père disparu, une mère ex-révolutionnaire, et un jour, il y a une dame indienne qui vient le voir pour lui demander de l'aide pour déterrer son mari qui a été tué lors d'un massacre dans son village. Esta foto lo tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos, no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir o loco o a verga. Yo ya elegí, man. A verga. Moi, au fond, ce que j'aimerais faire avec toi, c'est repartir un peu en arrière. D'accord. Savoir d'où tu viens. Parce que je sais que tu as fait tes études en Belgique et tu as fait une partie de tes études à la FEMIS. Tu es né en Belgique? Non, je suis né au Guatemala. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis né, il y avait encore la dictature militaire au Guatemala. Et j'avais une famille très engagée et une mère qui était combattante. Et puis un père disparu, pour des raisons politiques aussi. Et moi, je suis né en ville et je pense que à un moment donné, au début des années 80, il y a la guerre qui est arrivée vraiment en ville. Parce que pendant très très longtemps, c'était une guerre qui était dans les communautés indiennes, loin, je veux dire, la classe moyenne urbaine n'avait pas l'impression de vivre dans un pays en guerre. Or, au début des années 80, il y a eu, là, ça s'est durci et c'est le moment où on a dû partir. J'ai rejoint ma mère au Mexique. On déménage plusieurs fois parce que ma mère, évidemment, était recherchée. Et donc, Elle est recherchée pourquoi, ta maman? Elle est recherchée parce qu'elle était combattante, elle était comme révolutionnaire. Comme révolutionnaire. Donc ça veut dire que ta maman est une réfugiée politique? Ouais. Deja eso, Ernesto. No tengo idea. Quiero saber si estaba o no estaba en San Cristóbal, si es posible que hubiera estado ahí. No tengo puta idea. ¿Por qué no estabas con él? A veces me preguntas cosas que no diría ni bajo tortura. Ce génocide, cette révolution, on sait que le Guatemala est une terre qui a été malmenée à travers les siècles, terriblement malmenée. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Qu'est-ce qui s'est joué dans cette révolution? C'est une terre très riche, très très riche.
Et c'est une terre qui a été toujours envahie. Et quand je dis envahie, c'est aussi quand je pense à des civilisations mayas. Ouais. Enfin, il y avait un empire. Et quand on dit empire, on dit toujours invasion, on dit toujours répression. Enfin, surtout pour ne pas idéaliser cette culture avec ses pyramides, etc. Il y avait quand même un empire qui écrasait les autres quand même. Il suffit de se balader à Tikal pour comprendre la puissance et la beauté. Je l'ai fait, je l'ai vu. Oui. J'ai vu Tikal de mes yeux vus, c'est quelque chose. Ouais. Après, il y a l'arrivée des Espagnols, où ils ont écrasé complètement cette culture. Et depuis lors, je pense que les pays n'ont pas réussi à trouver, d'un, une véritable identité, et deux, un véritable partage des ressources et des richesses. Donc, si on regarde, par exemple, les 13 familles qui détiennent les pays aujourd'hui, les moyens de production, c'est des familles issues de cette colonisation-là. Et donc, quand tu imagines que c'est un pays très riche et qu'il y en a 13 familles, il y en a une qui contrôle les ciments, la bière, le café, la banane, etc., bah, tu peux imaginer l'exclusion sociale que ça crée. Et puis, surtout, c'est 13 familles qui contrôlaient tout ça déjà, et elles ont utilisé l'armée comme leur moyen de répression et comme leur moyen de ne pas partager, ne pas céder, mais 1 centimètre de leur privilège. Comment tu expliques que ce génocide n'ait jamais été couvert d'une manière un peu vivante, quoi, dans nos pays? Parce que je pense qu'il y a une énorme part du racisme. C'est-à-dire... De racisme, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ce sont des Indiens? Parce que ce sont des Indiens. C'est-à-dire qu'on a 200 000 personnes qui sont assassinées, 45 000 disparus, 500 000 déplacés, et la grande majorité de ces gens... Sur un pays de 4 millions d'habitants, voilà. C'est ça? Sur un pays de 4 millions d'habitants, donc tu peux imaginer ce qui se passe, mais ce sont des Indiens. Donc on s'en fout complètement. Buenos días, Ernesto. Buenas. Disculpe que vengamos a molestar, pero mis compañeras mujeres también quieren dar testimonio. ¿Pero ahorita? Tenemos conocimiento que el gobierno tiene la obligación de resarcir a todas las personas que estamos acá. También sabemos que son 24,000 quetzales por cada persona muerta, aunque sé que eso no me va a traer de vuelta a mi Mateo. No es así. Es una cifra fija por familia, sin importar el número de muertos o desaparecidos. Y yo no tengo decisión ahí. Yo lo único que puedo hacer es llevar su palabra hasta la administración que está en la capital. Gracias, Ernesto. Muy amable de su parte. Pourquoi faire disparaître toute cette population? Parce que l'armée guatémaltèque a compris les erreurs de l'armée américaine au Vietnam. Et d'ailleurs, ils ont été entraînés dans la Casa de las Américas à Washington, où on entraînait tous les militaires d'Amérique latine. Et les militaires guatémaltèques se sont dit, les problèmes des Américains, c'est qu'ils ne sont pas tués la base sociale. Et ils avaient un slogan qui était « Il faut enlever l'eau aux poissons ». Et enlever l'eau aux poissons, ça voulait dire on ne va pas affronter la guérilla de gauche directement, parce qu'eux, ils connaissent mieux leur territoire. Et ce qui s'est passé au Vietnam. Et donc, ils se sont dit quel est le soutien populaire, social de ces gens? Les Indiens, les communautés indiennes. Donc, on va les tuer. On va enlever l'eau aux poissons, comme on dit, et comme ça, la guérilla n'aura pas une base sociale et ils vont arrêter de combattre. Mais avec une volonté génocidaire, c'est-à-dire que c'est une vraie volonté de mettre à mal, de détruire tout un peuple. Ouais, de détruire une ethnie en particulier. Enfin, légalement, ils sont tués, ils sont presque éliminés une ethnie, qui est l'ethnie Ixil, qui était l'ethnie la plus engagée avec les mouvements populaires. Ellos vienen, él es Ernesto y él es Juan, ellos vienen a desenterrar a nuestros muertos que están enterrados allá abajo. No, aquí no hay paso, no pueden entrar. Háganos un gran favor, Luis. No. Ahí está enterrado mi Mateo, quisiera desenterrarlo. No, no hay paso, no pueden pasar ustedes. Háganos un gran favor. No le damos a nadie que pase. ¿Qué paso? No hay paso aquí. Denos paso, Luis. No. Hay tantos parientes también sí, pero enterrados. Aquí paso, no. Por favor, déjenos entrar. Sí, ya le dije que no hay paso. Mire, le voy a explicar. Nosotros también estamos trabajando. Somos antropólogos forenses y queremos ir al terreno a desenterrar a las personas que fueron asesinadas ahí. No, como estoy diciendo, aquí no hay paso. Ton film, aujourd'hui, qui est un film, encore une fois, admirable, mais qui est à cheval, étrangement, entre le documentaire et la fiction, et entre le portrait, qui pourrait être ton portrait
en filigrane. Est-ce que tu penses que cette voix porte, résonne? Moi, je pense qu'à l'international, c'est beaucoup plus fort qu'au Guatemala. Parce qu'au Guatemala, le problème, c'est que les gens qui détiennent les pouvoirs, ils se sentent tellement puissants qu'ils s'en foutent. Enfin, moi, je pourrais crier et puis faire 10 films et puis remporter 3 Oscars, 2 Palmes d'Or et ils s'en foutent. Parce que la justice n'arrive pas. Le problème, c'est qu'ils détiennent la justice aussi. Donc... Oui, mais c'est parce que le niveau de corruption est absolument insensé dans ce pays. Et donc, on pourrait faire tous les films du monde, et ça, on ne va pas les atteindre. Moi, tout ce que j'espère, c'est que quand les films sortiront là-bas, ils sortent en mars, qu'il y ait au moins un début de débat, des réflexions sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'aimerais revenir à toi, à ton parcours. Donc revenir au moment où tu es dans l'avion avec ta maman pour arriver en Europe. Tu atterris où? Tu atterris en Belgique ou tu atterris en France? J'atterris en Belgique parce que, en gros, je voulais faire des études. Des études de quoi? Parce que t'as quel âge à ce moment-là? J'avais 19 ans. Je voulais faire des études de cinéma. J'avais fait un bac artistique en théâtre parce qu'au début, je voulais être acteur. Je me suis dit, c'est ça. Et la dernière année, on fait des exercices de l'acteur face à la caméra. Donc, on devait se filmer. Et donc, j'ai filmé mes camarades. Et quand j'ai commencé à filmer mes camarades, je me dis, mais en fait, non. Je suis mauvais. Au fond de moi, je savais que j'étais mauvais acteur. Ça, c'était évident. Et que j'avais un certain plaisir à filmer les autres. Et donc, ma famille en Belgique m'a dit, écoute, c'est pas grave, tu viens, tu apprends le français. Et donc, je suis arrivé là, et puis pendant 1 an, tout ce que je fais, c'est apprendre le français, faire tous les petits boulots du monde, et puis faire une équivalence pour pouvoir rentrer à l'université. Quelle université? À l'ULB. Je voulais faire, en fait... En histoire du cinéma? En scénario? Et ensuite, je suis allé à la FEMIS. Oui. Entre-temps, je sors de l'école, et puis je me rends compte que des scénaristes, on n'en veut pas. On n'engage pas. Donc, je commence à monter des films. Je commence à être assistant des monteurs... Au Mexique? Parce que... Non, au Mexique, j'avais fait le 2e assistanat d'Amores Perros, Amour Chien. Donc, j'avais déjà eu d'Iñárritu. Ouais. J'avais déjà eu un contact. Et c'était marrant parce que je l'ai revu à Cannes. Et moi, quand son film était pris à Cannes il y a 20 ans, 15 ans... À la semaine de la critique, À la semaine de la critique. Tout à fait. La personne qui s'est chargée de faire les sous-titres et d'envoyer la copie 35 au festival, c'était moi. Et j'ai pas dormi pendant 2 jours parce que la production était tellement en galère, etc. Et pendant 2 jours, je me souviens, j'étais chez Titra au Mexique et on était morts. Et la copie, elle est partie comme ça. Elle est partie à la semaine. Et puis j'ai revu Iñárritu à Cannes et je lui ai dit, je suis sûr que tu t'en souviens pas de moi, que tu me connais même plus. Mais la personne qui a permis que ces films soient montrés, c'était moi. Et donc, je commence à être assistant montage. Et puis, je commence à monter quelques films. Je pars à la FEMIS pour finir un master en écriture à l'atelier, où j'ai déjà ce projet. En fait, ce projet, c'est un projet de vie. Ouais. Quand ce projet a germé dans ta tête, pour la première fois? J'arrive pas à avoir un moment concret. Je pense que je pense que j'ai vu Incendie. Et à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Incendie de Denis Villeneuve. De Denis Villeneuve. Ouais. Si vous voulez retrouver votre frère, il va falloir remonter dans le passé de votre mère. Je cherche quelqu'un qui aurait connu cette femme-là. Il y a les films de Bergman aussi, Sonate d'automne. Ouais. Avec entre la mère et la fille. Et puis, il y a ces moments terribles où il dit, mais en fait, je t'aime pas. C'est un moment de vérité. Donc, c'est un peu tout ça qui était dans ma tête. Det var i alla fall jag som fick sitta med pappa på kvällarna. Det var jag som fick trösta honom.
Det var jag som hela tiden fick upprepa att du nog trots allt älskade honom. Att du helt säkert skulle komma tillbaka. Eva, du hatar mig. Il y a un moment clé parce que moi j'avais fait un documentaire sur un massacre au Guatemala, aussi soutenu par la Belgique. Et ensuite j'étais en train d'essayer d'avoir un rapport avec les victimes, un peu de comprendre quoi, cette résilience-là, comment est-ce qu'on fait. Et j'ai découvert le travail de l'Institut, qui déterre les corps et qui exhume et qui identifie. Et là je me dis, ce travail-là il est dingue. Il est dingue parce que c'est la science qui te permet finalement de faire le deuil. Ahora sí, doña María. ¿Dónde la encontraron? En el cementerio municipal. Ahí se encontraron muchos cuerpos y afortunadamente uno de ellos pertenece a don Demetrio. No pudimos corroborar la causa de la muerte, pero encontramos señales de violencia. Miren, este expediente puede encontrar todos los detalles de la exhumación y todas las pruebas que le hicimos. Pueden estar tranquilas de que lo tratamos con mucho respeto, como todos nuestros casos. Quand il y a quelqu'un qui disparaît, tu te dis, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un mauvais rêve. Il va revenir demain. Il était en voyage. Il a perdu la... Enfin, je sais pas, il était à l'hôpital. Et puis un jour, mon père va ouvrir la porte et puis va me dire, bonjour mon fils, quoi. Tu sais que c'est pas vrai. Mais quand c'est la science qui te dit, mais en fait, si, enfin, ces corps-là, je peux vous assurer, parce qu'il y a un test ADN qui est fait, que c'est votre père. Là, tu te dis, je fais le deuil, quoi. Ton film commence par un long travelling, tu vois, qui est très articulé, qui est très cinématographique. Et il y a des moments qui sont carrément, quasiment, une complète approche théâtrale ou documentaire. Les documentaires, je pense que c'est le côté théâtral et qui vient du réel. Ça m'aidait, honnêtement, à me rassurer. À me dire, j'ai pas rêvé tout ça. Tout ça existe, tout ça est vivant, et tout ça, d'une façon ou d'une autre, va nourrir le film. Et parce que je pense qu'il y avait au moins aussi une volonté de rendre hommage à ces victimes-là. Et pour moi, la seule façon de rendre hommage, c'était de les ramener vers la fiction. Enfin, de les ramener vers l'image, plutôt. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple dans les portraits des femmes, il y avait... C'était presque elles qui étaient en train de choisir les cadres. Enfin, parce qu'elles sont tellement vraies, tellement réelles, et même la distance à laquelle tu les filmes, tu sens les moments où elles se sentent mal à l'aise, donc du coup, tu fais 3 pas en arrière. Et ces rapports-là, en fait, je voulais en faire quelque chose. C'est ça qui est très, très touchant, à mon avis, dans le film. C'est à quel point ta caméra, de temps en temps, est proche. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elle est proche avec les gens, avec les acteurs. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que là, il y a un rapport qui est, comme tu dis, beaucoup plus fictionnel, entre guillemets, où je peux tout me permettre. Oui, tu peux même te permettre des scènes d'amour dans une voiture, par exemple. Parce que quelque part, ça c'est ma part fictionnelle, la part où je peux créer. L'autre, c'est presque comme si les règles s'imposaient à moi. Et me disaient non, en fait, ici, ces femmes-là, c'est des vraies victimes, donc on ne les filme pas pareil, on ne s'habille pas pareil. Tant pis si on n'est pas dans la palette des couleurs, on s'en fout. Enfin, il y a un moment donné où... Même avec les boîtes, même avec les corps. Enfin, il y avait un truc qui était très fort. C'est presque comme si la réalité s'imposait à toi. Enfin, elle s'impose à toi et elle t'oblige à les filmer parce que quand tu n'es pas dans les justes, il y a un truc où tu les sens immédiatement. Et je ne sais pas l'expliquer, c'est juste... Et même avec Virginie Surdège, la chef-op, on les sentait. Et puis on s'est regardé, on disait, mais ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas... Même, par exemple, on faisait des tests pour les choix des optiques. Et on avait des optiques superbes, anamorphiques, qui déformaient tout, machin. Et quand on a mis ça devant les os, enfin devant les ossements, on a dit, c'est pas possible. On peut pas faire ça. On peut pas esthétiser les corps d'un humain. Tu les mets devant ces femmes, et puis tout d'un coup, tout est très beau, très, très stylisé. Tu te dis, non, enfin, il y a un truc dans tes tripes qui te dit, c'est pas juste. Ton rapport au Guatemala aujourd'hui, c'est quoi? Tu y vas souvent? Quand tu retournes là-bas avec une équipe qui est franco-belge, ça doit être une aventure quand même. C'est une grande aventure
parce que les conditions de sécurité sont très dures, parce que les contextes sont très durs, c'est-à-dire que tu as une pauvreté qui est là, et puis une injustice sociale terrible. Et en même temps, tu peux aussi vivre dans une ville hyper moderne, hyper chic. Comme Guatemala City. Comme Guatemala City, où tu peux... Si tu vis dans des quartiers chics de Guatemala City, dans les beaux restaurants, dans les centres commerciaux qui sont, où tu peux avoir exactement la même chose que tu as en Europe si tu as les moyens de le payer, tu peux vivre dans une bulle avec des grosses voitures et tu ne vois rien de tout ça. Or, quand je suis parti avec l'équipe, depuis la prépa et les repérages, etc., on a fait un tour dans des quartiers qui n'étaient pas... dans la Guatemala City que moi je connais, quoi. Et même, par exemple, au cimetière, le cimetière, c'est une des zones les plus chaudes, on avait 2 cercles de sécurité. C'est-à-dire qu'on avait en permanence la police avec nous, parce que sinon, c'est pas possible. Tu t'es fait braquer, on n'aurait plus de matériel. Et puis, j'imagine même pas ce qui aurait pu se passer. Et on avait en plus de la sécurité privée. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, on a reçu Guillermo del Toro dans cette émission. Et il se trouve que j'ai passé un peu de temps avec lui après. Et je me souviens, c'était au BIF, tu vois, le festival fantastique de Bruxelles. Et il y a eu un repas un peu plus loin après, où j'ai eu la chance de déjeuner avec eux. Et il y avait plusieurs réalisateurs mexicains qui étaient là. Et tous parlaient de la violence de leur pays. Enfin, ils en arrivaient à la conclusion que cette violence venait peut-être de ce passé maya ou aztèque, tu vois, qui était éminemment violent. Et que c'était vraiment peut-être quelque chose qui était inhérent à leur peuple. Qu'est-ce que tu penses d'un truc comme ça? L'héritage colonial. Et ensuite, l'héritage de la dictature. Tout ce que ça a appris, c'est que la résolution des conflits ne peut passer que par la violence. C'est-à-dire que les dialogues, ça n'existait pas. Parce que ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire les Espagnols, ils ne sont pas arrivés là en disant « Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait prendre l'or qui est chez vous et puis faire du commerce ?» Non. Les Belges sont venus même. Hein. Bah ouais. Très peu de gens savent ça, mais les Belges ont colonisé le Guatemala pendant quelques années. Ouais, toute la côte. Sous Léopold II d'ailleurs. Oui, toute la côte d'Izabal, il y en a une partie des colons belges qui... Et ensuite, ce qui est intéressant, il y en a eu plein de prêtres de la théologie de la libération qui sont partis de Belgique et qui sont devenus des dirigeants de la guérilla. Enfin, je ne sais pas si l'Église est très contente que je dise ça, mais il y avait, je pense notamment à 3 prêtres qui étaient des leaders d'un mouvement armé, et qui étaient des Belges et qui étaient des théologiens de la libération. Ouais. Qu'est-ce que ce film t'a appris? Et qu'est-ce que tu ne referais pas, par exemple? J'imagine beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'il t'a appris? Je pense qu'il faut toujours s'écouter. Parce que sinon, après, tu les regrettes. Et il y a des moments où j'ai eu cette sensation désagréable de me dire est-ce que c'est bien ce qu'on fait, ces doutes. Et puis il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais non, mais il faut refaire, ou il faut faire autrement, ou il faut placer la caméra ailleurs, ou il faut... Et je ne l'ai pas écouté parce que à un moment donné, tu ne t'écoutes pas. À un moment donné, il faut y aller, à un moment donné, tu as des voix partout. Et je pense que pour moi, l'apprentissage le plus précieux, c'est ça. C'est-à-dire, quand tes tripes te disent « il faut refaire », peu importe qu'il y en ait 50 personnes qui te disent « non, mais c'est pas possible ». Bah, si, c'est possible, et on le fait. Tu eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Bon, en tout cas, César, je te souhaite le meilleur pour ton film et le meilleur pour la suite. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. Vraiment. Pour son premier long métrage, Cléo, la réalisatrice Eva Coles aborde le thème sensible du deuil, celui vécu par Cléo et son petit frère Bruno. On vient me faire. Met 3. Mijn broertje, mijn Bobon en ik. En uw ouders? On a vu comme 250 filles, je pense, pour le rôle de Cléo. Je cherchais une fille qui parlait néerlandais et français, qui avait un accent bruxellois et qui avait
Oui, à peu près l'âge de entre 17 et 20 ans. Elle a 22 ans, mais bon, elle ressemble encore à une adolescente, mais qui jouait aussi très bien le piano. Je sais que c'est pas facile pour toi, mais tu sais, moi j'ai aussi perdu ta maman. Hein. Mamma et papa kommer snart. Nej. Det me manque. Regardless of people. J'ai 70 ans. Si tu crois que c'est facile pour moi d'élever 2 enfants... Mes petits-enfants viennent de perdre leurs parents dans un accident de voiture. Et donc, moi, j'ai perdu ma fille. Et donc, je recueille... Ces enfants viennent habiter avec moi. Et donc, c'est comment a vécu le deuil, surtout de la part de Cléo, de la jeune fille qui est adolescente. Merci. T'es rentrée tard cette nuit? 2 heures. Pour moi, Yolande, c'était la seule personne que je voyais pour ce rôle. Donc, c'était pas qu'il y avait un autre choix pour moi. Cléo, coproduit par BTV, vient de se voir attribuer le prix du meilleur premier film au Festival du film de Rome. Il est à voir en salle dès le 27 novembre. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1... Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable. Je vous aime, tous. Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Jeu de pouvoir, réseautage, manipulation et coups bas. Pour son premier long métrage comme réalisateur, Michel Denisot dépeint le milieu qu'il connaît le mieux, celui de la télévision, du show business et de son cirque médiatique. Coproduit par BTV, toute ressemblance est également à l'affiche dès le 27 novembre. Le Festival Cinéma Méditerranéen célèbre ses 30 ans et cette année, il mettra en avant des films de femmes. Ancré dans le paysage bruxellois, cette nouvelle édition met aussi à l'honneur le cinéma italien, l'occasion de découvrir ce que la jeunesse italienne fait aujourd'hui pour réinventer la création cinématographique. Gérard Darmon présidera le jury de la compétition officielle du festival qui ouvre ses portes vendredi 29 novembre avec Piranha de Claudio Giovanessi, Ours d'argent au dernier festival de Berlin. Toutes les infos sur cinemamed.be. Cette émission est terminée, vous pouvez la revoir sur le site de BTV. Je vous retrouve le mois prochain si tout va bien. Salut.